Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être venus à cette troisième séance de notre séminaire annuel sur l'histoire de la littérature russe. Vous êtes nombreux aujourd'hui et je m'en réjouis et je vous en remercie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir notre collègue et ami Alexei Evstratov, que vous connaissez tous, qui est maître assistant en littérature russe à l'université de Lausanne, qui est connu comme spécialiste de la Russie du XVIIIe siècle, notamment de l'histoire du théâtre. Il a écrit une monographie qui s'appelle « Les spectacles francophones à la cour de Russie, l'invention d'une société », publiée à Oxford, à la Voltaire Foundation en 2016. Il a également coécrit avec André Zorin et Andreas Schönle The Europeanized Elite in Russia, Public Role and Subjective Self, qui est paru la même année, en 2016 également, à Northern Illinois University Press. Alexis travaille sur des sujets très divers, et notamment, donc, aujourd'hui, il va nous parler, pas du XVIIIe siècle, mais de Mikhail Prishvin. Prishvin, ok. Donc, et le titre de son intervention aujourd'hui donc, est Au pays des oiseaux sans peur, 1907, de Mikhail Prishvin, littérature, ethnographie, biographie. Merci beaucoup, Alexis. Donc, je te donne la parole. Merci beaucoup Rodolphe, merci aux organisateurs et aux organisatrices du séminaire. De parler ici m'importe plusieurs titres, puisque j'ai fait ma thèse à Paris 4, qui n'existe plus. Mais il y a une continuité institutionnelle et surtout parce que j'ai l'honneur d'être associé au projet de l'histoire littéraire, la nouvelle histoire littéraire, de la nouvelle histoire de la littérature russe, pardon. Et donc, je considère cette intervention comme une partie, comme un énoncé d'un autre échange avec les coordinateurs de ce projet. Donc c'est autant une tentative de réflexion assez ouverte sur des questions théoriques liées à l'histoire de la littérature que la présentation d'un cas spécifique. Lorsqu'on s'intéresse à un objet dans le contexte d'un séminaire sur l'histoire littéraire, le message implicite dans l'intitulé de notre communication est double. On désigne ainsi en premier chef son identité intellectuelle, une expertise se déclare et elle est mise à l'épreuve. Je suis un lecteur professionnel de telle œuvre, je représente la communauté universitaire lorsque je lis cet auteur, et inversement, je représente ce corpus en m'adressant à la communauté. Le deuxième aspect du message porte sur l'objet même, son intérêt ou, plus sociologiquement parlant, sa légitimité, donc le degré de reconnaissance dont il jouit ou devrait jouir. La fusion de ces deux aspects produit un effet qu'on observe souvent. L'intervenante se voit obligée de défendre son objet, d'imposer sa reconnaissance, car sa propre position est conditionnée par la valeur sociale du domaine d'expertise. Cette logique est tout à fait compréhensible, mais j'aimerais tout de même m'écarter de cette logique. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas essayer de réévoluer l'importance ni de Mikhail Prishvin, ni de l'œuvre à laquelle je m'intéresse. En effet, Prishvin, quoiqu'il ne soit pas consacré par nos programmes d'enseignement, est un auteur lu et relu depuis une bonne centaine d'années. Certes, le public de ces lectures subit des transformations. Si avant les années 1980, il était parmi les fournisseurs de textes pour les dicter à l'école soviétique,
C'est ta présence en journal intime qu'on lit et cite dans un contexte bien éloigné de la pédagogie socialiste, celui de la recherche sur les sectes du début du XXe siècle, par exemple, ou celui des études sur la subjectivité soviétique. L'œuvre qui sera au centre de mon attention, elle aussi, n'a pas été négligée, si bien que nous possédons une traduction française de son texte. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le livre a récemment attiré l'attention d'une chercheuse qui travaille sur les auteurs photographes. On verra un instant pour quelle raison. On peut en conclure que l'œuvre vaut d'être lue, mais pourquoi précisément? C'est la question. Au lieu de répondre à cette question par une affirmation générale, je vais introduire le cadre théorique qui oriente ma lecture de ce texte. Évoquer plutôt qu'aborder de front, car il s'agit de la question abondamment examinée par les études littéraires depuis une cinquantaine d'années. Oui, une centaine. Oui, si on compte à partir de Proust. Non, je dirais je compte à partir de Proust, de Consemberg, donc centaines d'années, donc c'est une question, j'ai donné un indice, d'auteur. Remettre cette question sur table me paraît légitime à la fois du point de vue pragmatique, car donc j'ai l'honneur de participer au projet de la nouvelle histoire de la littérature russe, et c'est ce genre de considération qu'il faut qu'on ait la possibilité de traiter, et du point de vue analytique, pour le cas spécifique de Prishvin. En effet, le livre intitulé « Au pays des oiseaux sans peur » permet, à mon sens, d'envisager le lien problématique entre l'auteur et ses œuvres, et de l'envisager de manière située pour le monde littéraire russe de la première moitié du XXe siècle. Qu'y a-t-il de problématique dans ce lien? Les débats théoriques de la deuxième moitié du XXe siècle nous ont rendus attentifs à la relation d'interdépendance entre les instances de production du sens, telles que l'auteur, le texte, le lecteur, etc., qui s'organisent dans un système à travers notamment des processus d'institutionnalisation de la littérature. Et plus concrètement, la question de l'appui interprétatif se pose désormais dans tout travail herméneutique. Où chercher la signification? Dans la biographie de l'auteur, dans le contexte social, dans le langage seul, chez les lecteurs, etc. Le problème d'auteur, en tant que sujet, se pose de sujets philosophiques, se pose de manière complémentaire. Comme vous le savez peut-être, le sujet unifié et autonome est un concept fondamental de la philosophie européenne moderne, en général, et de la philosophie politique et morale du libéralisme, plus concrètement. La théorie critique se fonde par contraste sur l'interrogation de cette vision du sujet, en faisant apparaître la fragmentation du sujet et ce qu'on appelle les pratiques d'assujettissement. Donc, comment est-ce qu'on devient ce sujet unifié, avec une biographie, une position sociale, avec un corps et avec une place dans la société. La pratique d'écriture fait partie des techniques de soi, étudiées notamment par Michel Foucault, mais il est important, à mon sens, de ne pas confondre celui qui écrit avec l'individu, historiquement et socialement situé. Or, l'abondance des écrits et leur orientation autobiographique, dans le cas de Prishvin, semble encourager le présupposé de continuité, de cohérence même, dans le parcours de l'écrivain.
ce qui résulte en projection des éléments tirés de ses écrits tardifs, par exemple, sur le début de sa carrière littéraire. Comme si c'est le même être qui pense et qui parle en 1950 et en 1910. À la lumière de ces tensions théoriques, mon ambition sera de non pas les résoudre, mais de les garder à l'esprit, tout simplement, dans mon approche de l'œuvre de Prishvili. Pour ce faire, je propose de placer la focale sur la relation même entre une œuvre et une figure d'écrivain, pour étudier leur projection l'une sur l'autre au cours d'une cinquantaine d'années, marquées par les transformations violentes du sujet, qui viennent cette fois-ci du monde sociopolitique. Mon exposé sera organisé d'après les trois termes, plus ou moins annoncés dans l'intitulé. Donc d'abord, la littérature entrera en confrontation avec l'autre terme clé des critiques des premiers livres de Prishvili, qui était l'ethnographie. Il s'agira ensuite de problématiser le positionnement du sujet dans le livre de 1907, en particulier en lien avec la conceptualisation de la relation artistique et ethnographique dans cette œuvre. Et enfin, j'examinerai à partir des rééditions de la même œuvre, ou la publication, la construction biographique entreprise autour de Prishvili. Donc, si vous voulez, il y a une focale tout à fait spécifique. C'est le texte qui s'appelle Rayuni Pugnatit, Social Kivogoskopra. Mais ce qui m'intéresserait davantage, ça ne sera pas l'univers ni textuel, ni littéraire, poétique, d'écriture de ce texte, mais plutôt ses réappropriations et dans quelle mesure il a laissé de l'espace pour ces réappropriations. Donc là, j'ai terminé l'introduction, mais j'aimerais quand même évoquer quelque chose une question qui me chiffonne un peu, c'est-à-dire le format d'une conférence universitaire, d'un séminaire, sur lequel on réfléchit beaucoup à Lausanne. Je ne sais pas si c'est aussi le cas ici à Paris, sur son efficacité, sur son intérêt, sur comment faire exactement, etc. Donc, mais je ne suis pas chez moi, donc je peux pas m'autoriser à se lancer dans les expériences pédagogiques, d'autant plus que je ne connaissais pas mon public. Je voulais tout simplement dire que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un travail en cours, donc qui invite particulièrement les réflexions, les remarques, le partage d'expériences. Et la navigation que je vais essayer d'opérer entre un cas précis et un questionnement théorique plus large, relève moins de mon ambition théorique que je pense, de l'attention intéressante qu'elle offre. C'est-à-dire, on va essayer de monter en généralité. Est-ce que ça va passer? Est-ce que c'est juste de faire ce genre d'opération ou ce corpus ne le permet pas, ou il y a des corpus que vous maîtrisez mieux et qui se prêtent mieux à ces hypothèses que je vais proposer. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est très ouvert pour moi, et c'est pour ça aussi, dans le même esprit, que je vais alterner les parties assez rédigées du texte avec la lecture des textes dans laquelle vous êtes. Je vous invite d'intervenir, de poser des questions, de proposer des commentaires. Donc je vais commencer avec un mémoire pour le ministère des Affaires étrangères britannique, signé par Isaiah Berlin en 1945,
qui fait mention de Prishvin en parlant des voies de refuge des écrivains soviétiques, du nombre des anciens, comme il les appelle. Donc, il constate tout simplement que les incertitudes politiques affectent le travail et les statuts de ces écrivains, et que certains ont complètement arrêté de parler, d'écrire, et ceux qui sont particulièrement privilégiés ont des maisons et des pensions de la part de l'État. Ensuite, elle nomme des écrivains spécifiques et parle des domaines de refuge possibles, par exemple la littérature d'enfants. Il cite Tchoukovsky comme un poète tout à fait remarquable, comparable à Edward Lear, d'une part. Et puis, il évoque Prishvin en disant qu'il continue à écrire des récits d'animaux, animal stories. Est-ce que c'est correct de le traduire comme ça? Sur les animaux. Sur les animaux. Et que c'est encore un autre domaine, et encore les autres se réfugient dans la traduction. Donc c'est quelque chose, c'est une vision qu'on connaît très bien de la littérature russe du XXe siècle. Donc Prishvin présentait effectivement un cas d'éminence, membre de l'Union des écrivains soviétiques dès 1932. Il est intervenu déjà dans leur comité avant le premier congrès. Il a le droit à une maison dans la région de Moscou et une voiture Moskvitch 400. Et pourtant, on pourrait se demander dans quelle mesure sa position à l'écart de la vie littéraire officielle devrait être expliquée uniquement par l'environnement du stalinisme tardif. Lorsqu'on souhaite aborder la question du parcours de Prishvin avant 1917 ou même avant 1923, on se confronte à quelques obstacles historiographiques, alors que certains chercheurs déclarent la période d'avant la Première Guerre mondiale le sommet de l'ère de Prishvin. On en sait relativement peu de cette période. Ce qui est encore plus problématique, c'est que beaucoup d'informations proviennent des récits autobiographiques de l'écrivain que les auteurs des essais sur Prishvin reprennent à leur compte. Donc je ne sais pas de dire qu'il ne faut pas lire ces écrits ou ne pas du tout les prendre au sérieux, mais le problème c'est que finalement, dans beaucoup de livres, on répète, reproduit un récit très construit de Prishvin sur soi-même, sur son enfance, sur sa jeunesse, sur ce qu'il a fait à tel ou tel moment de sa vie. Et donc on verra avec vous à quel point c'est problématique dans ce cas spécifique. Dès le début de sa carrière littéraire, Mikhail Prishvin parlait depuis les marges du monde social, des capitales, à partir d'une position géographiquement ou socialement éloignée. Il a fait son entrée dans le monde littéraire de Saint-Pétersbourg avec un livre qui a résulté d'un terrain ethnographique. En 1906, cet agronome de 33 ans, qui avait déjà publié un livre sur les pommes de terre, par exemple, décide de faire autre chose. Il avait entrepris quelques tentatives de publier ses écrits littéraires, mais avec peu de succès. Et donc, sur la suggestion de son voisin de Datcha, l'ethnographe Nikolai Anchukov, Prishvin part quelques mois dans le nord européen de l'Empire de Russie. J'espère que c'est à peu près lisible, c'est le cas. Pour recueillir le matériel folklorique dans le gouvernement d'Olonets. Un deuxième voyage suit pendant l'été de 1907 et quelques 38 contes populaires ont été publiés dans le bulletin de la Société géographique impériale, section d'ethnographie.
En accord avec le genre, dans l'introduction du volume, Prishvin apporte des éclaircissements quant à la région et à ses informateurs et informatrices. Et, si vous voulez, c'est un travail qui va ensuite servir, y compris aux écrivains qui s'intéressent au monde populaire, comme une source primaire. Il y a un véritable travail ethnographique qui ensuite a été reconnu comme légitime par la petite médaille d'argent de la Société géographique impériale, et en 1910, Prishvin devient un membre actif de la Société géographique. Jusqu'ici, tout va bien, mais Prishvin lui-même fait apparaître cette petite porte qui arrive par la petite entrée qui s'appelle Tilejny, ethnographique pуть. Donc, il est arrivé avec un traîneau qu'il prenait de temps en temps pour se déplacer dans ce territoire vaste du nord de l'Empire de Russie. Mais donc, il ne se contente pas de présenter les résultats de ses travaux dans un cadre savant. En 1907, il publie son premier livre que j'ai du mal à... Parce que ce n'est pas son premier livre, j'ai dit, il a déjà publié sur les pommes de terre, notamment, ou bien encore il a publié un livre de Babel, la traduction de livre de Babel, La femme et le socialisme, mais donc c'est son premier livre littéraire, on va provisoirement le qualifier comme tel. Ensuite, il y avait un deuxième volume qui a apparu en 1908, Pogoni za Volшебным колобком. Donc, c'est un peu, ça forme un duo de publications en provenance de cette expédition. Donc, c'est le début littéraire, on pourrait dire, mais le début littéraire qui est tout de suite marqué par son aspect hybride. Dmitri Zelenin, un autre ethnographe, historien très connu, a publié une recension au pays des oiseaux sans peur, et ce savant accepte le travail et le résultat de ce terrain en cette forme-ci également. Pour lui, c'est un récit valide d'une expérience ethnographique et littéraire, et puis il émet quelques remarques. Il n'est pas tout à fait satisfait du titre, qu'il trouve lourd et prétentieux. Il dit que même ceux qui connaissent bien la région et l'historiographie, enfin la littérature, comme il dit, donc les études de cette région, trouveront leur compte dans cette lecture, donc ça apporte quelque chose. Mais il insiste quand même que c'est surtout le public urbain qui profitera de cette lecture, qui ne connaît pas bien le quotidien du village russe. Il est satisfait de l'écriture des types, des personnages, notamment de la pleureuse, mais donc il invite à aller explorer des régions un peu moins connues, et puis aussi d'être un peu plus consciencieux dans la traduction des termes locaux, ce que Prishvin fait dans son livre souvent, mais pas tout à fait systématiquement. Donc je vais faire passer l'objet. La bibliothèque universitaire cantonale de Lausanne possède un exemplaire, mais il ne faut pas leur dire que je mets les post-it dans mon exemplaire, parce que c'est pas du tout... On peut leur dire que tu l'as sorti du pays Oui, moi, je l'ai emprunté tout à fait légalement. Donc ça, c'est, si vous voulez, une appréciation d'un ethnographe, d'un savant. Une autre extension qui se place plutôt du côté littéraire, de Yevgeny Latsky, parle de l'ethnographie artistique
elle insiste sur les acquis, les compétences particulières de l'auteur, parce que c'est un genre hybride, donc il faut avoir une sensibilité particulière pour pouvoir à la fois rendre compte de ce qu'on observe et puis de poétiser ce récit. Donc il dit que tout ça est coloré par ah non, on ne peut pas dire coloré par coloris, oui, par la couleur poétique, un béni par une couleur poétique, et que c'est à juste mesure, qu'il y a une sorte d'équilibre. On va retrouver ce thème dans les recensions des livres de Prishvin, qu'il arrive à faire quelque chose entre les deux, mais avec un sens d'équilibre, ethnographie, récit poétique. Ensuite, et donc j'insiste sur cet aspect ethnographique de ce livre littéraire qui est intériorisé par l'auteur dans la préface de son deuxième volume, donc de son deuxième livre de 1908. Il dit que mon occupation, c'est l'ethnographie. J'étudie la vie des gens. Et puis, il continue, et sa démarche ici, on reconnaît cette tentative de faire une ethnographie un peu particulière. Il dit qu'il étudie non seulement l'esprit national, comme l'ethnographie romantique du 19e siècle faisait, mais c'est l'âme universelle qui l'intéresse, donc il y a une sorte d'accès par le local à l'universel. Donc il intériorise, on pourrait dire, ou accepte cette qualification qui était aussi un peu suggérée par la préface à son livre, où il explique sa mission. En fait, il ne le cache pas. C'est pas un livre, encore une fois, exclusivement poétique. Si vous voulez, les contes publiés séparément et ce récit de sa mission, aujourd'hui, formeraient un livre d'anthropologue qui, après les anthropologues comme Clifford Geertz, par exemple, intègrent l'expérience du terrain dans le récit, dans les conclusions de leur travail, de leur étude. Donc c'est le sujet ethnographique d'observation fait partie du récit scientifique. Ici, on assiste en séparation. Le matériau est publié séparément et puis ça pose. Le livre est hybride dans ce genre, mais je crois que, en quelque sorte, Prishvin anticipe la logique et une crise d'anthropologie contemporaine qui aussi était confrontée à son aspect littéraire à un moment donné. Donc, il fallait vraiment répondre à ça, et ça a suscité beaucoup de débats dans la discipline que je ne vais pas résumer ici. Ensuite, peut-être une vraie recension longue et programmatique. La plus connue a été signée par Razumnik Ivanov Razumnik et intitulée le Veliki Pan. Est-ce qu'on dit pan aussi en français? Donc le grand pan. Et ici, donc, je continue à résumer un tout petit peu en français le texte que je cite dans l'original, parce qu'on peut se le permettre dans cette salle, que même si on s'attend à quelque chose de véritablement publiciste, ethnographique, sec, objectif, etc., c'est pas du tout ce que l'écriture de Prishvin nous offre. On a un artiste sensible et qui très nuancé, qui a beaucoup de nuances dans son regard, peut-être le plus subjectif des artistes contemporains. Donc
ce jeu entre objectivité ethnographique, comme on l'a pensé à l'époque, et subjectivité artistique, se dit ici. Et donc, il y a aussi cette thématique de l'apparence. Donc, on a une sorte de mirage ethnographique derrière lequel il y a un récit politique et subjectif. Une petite parenthèse, plutôt méthodologique, en citant, là je multiplie, il y en aura d'autres citations, appréciations, fragments de recension. En faisant ça, je n'essaie pas ni de véritablement qualifier cet objet, ce livre, c'est-à-dire ce qui s'y passe. Je ne me prononce pas sur la pertinence de ces appréciations, ni de faire comme si on parlait le même langage avec les auteurs de ces recensions. Parce que ce qu'on appelle ethnographie aujourd'hui, c'est certainement pas ce qu'on appelait ethnographie il y a centaines d'années. Donc, dans cette démarche, ce qui m'intéresse, ça complexifie un peu, complique le travail, c'est comment est-ce qu'on définit ce qui est la littérature ou la poésie dans ce début du XXe siècle. Quel genre de position on utilise pour dire ceci est de la littérature, ceci n'est plus de la littérature. Donc, évidemment, ça relève des orientations esthétiques et idéologiques des auteurs et des autrices de ces recensions. On n'aura pas le temps d'y entrer, mais je voulais tout simplement soulever ce problème de jeu d'écart entre les termes qui sont pour nous des outils de travail. C'est de la poésie, c'est de la littérature, c'est un récit de voyage, c'est un travélogue, etc. Mais qui peuvent être tout à fait discutables dans le contexte synchronique, et qu'ils le sont. Et ils le sont tout particulièrement autour de ce livre. Donc c'est ça ce que j'aimerais aussi faire apparaître. Donc, Ivan Aflatoon, il continue sur cette apparence. Il qualifie le style de l'écriture comme un peu sec. Donc il y a vraiment une tentative de créer un récit objectif, mais en fait on constate que c'est pas du tout ce qui se passe là-dedans, et que ce qui intéresse Ivan Aflatoon, c'est précisément cette tension, parce que là pour lui il y a une tension, c'est pas un équilibre harmonique, c'est l'auteur qui essaie de faire quelque chose mais qui n'y parvient pas. C'est un peu comme Turgenev chez Pisser et d'autres critiques, c'est-à-dire voilà, il veut critiquer les nihilistes, mais en fait il n'y arrive pas parce que c'est un bon artiste. C'est un peu dans ce sens-là. Et pour Ivan Aflatoon, c'est tout à fait important. Et je vais revenir sur le pourquoi de cette importance. Mais j'ai dit que c'est un texte, c'est une recension programmatique, et il l'est parce que Ivan Aflatoon, contrairement à moi, dit que Prishvin est unique dans le paysage littéraire de l'époque, dans sa capacité de s'intéresser pas au Dieu ou à l'humanité, comme tout le monde fait, mais à l'homme. Et donc ensuite, elle étale son argumentation. On va revenir à comment Prishvin arrive à s'intéresser à l'homme. Donc dans le récit, dans cette première partie où on parle de comment Prishvin fait son entrée dans le monde littéraire, proprement dit, il est important d'évoquer une première édition en plusieurs volumes qui arrive très vite. Donc
Vous voyez, il débute en 1907 et 5 ans plus tard, il est déjà édité par Znań, qui est une maison d'édition tout à fait emblématique de ce début du siècle, qui est dirigée par Gaulle, qui est supervisée par Gaulle, qui a un directeur logistique moins connu. C'est peut-être en ce moment-là que Prishvin devient vraiment une célébrité, même si c'était le travail en cours à partir de 1907 dans le monde des Sœurs de Saint-Pétersbourg, et là c'est une autre dimension, parce que Znań visait la publication des livres que tout le monde, mais la population plus large pourrait s'offrir. Ici, déjà, et ça c'est aussi caractéristique de la démarche de Prishvin, il explique comment il faut lire son évolution littéraire. Donc, il dit que, bon, je vous laisse lire, je vais pas traduire et commenter tous les extraits, parce qu'il y en aura trop, mais cette fois-ci, cette symbiose qu'on constatait, donc de l'ethnographie poétique, pour lui est plutôt un continuum, c'est pas une coexistence qui l'intéresse, c'est le passage de l'ethnographie, donc il commence par l'ethnographie, et il en vient petit à petit à quelque chose qui est proprement littéraire. Un autre commentaire intéressant, c'est que dans cette logique à peu près, donc l'intitulé change. Vygovský kraj, il n'y a plus d'oiseaux sans peur. Vygovský kraj, un récit ethnographique. D'ailleurs, comment est-ce qu'on traduit en français? Ça dépend du contexte. Essai, tout simplement. Allez, ça me va. Mais c'est un terme connoté un peu différemment, comme on le sait dans le contexte russe, que essai en français. Donc, il se dirige vers la forme. C'est comme ça c'est ça la littéralité, comme diraient les formalistes russes. C'est la forme, c'est la préoccupation formelle qui devient importante. Je ne vais pas non plus étudier toutes les critiques que cette édition a produit. On peut tout simplement insister sur un autre aspect important, donc qui vraiment est en lien avec la relation ethnographique, ce qu'on appelle la relation ethnographique, c'est-à-dire qu'il croit à ce qu'il entend, selon les critiques. C'est-à-dire la fiction folklorique n'est pas complètement de la fiction pour lui. Il ne se place pas du côté de ce public urbain auquel, selon Zilén, par exemple, ces publications sont destinées. Il se place, il est intermédiaire, donc il y a un niveau d'empathie qui est, encore une fois, problématisé et thématisé dans l'ethnographie contemporaine, moderne, des années 2000 et de 2010, dans un contexte très différent, évidemment, mais cette hybridité que j'avais déjà évoquée, donc hybridité générique, si on le veut, et ethnographie ou littérature, ethnographie poétique, elle est propre aussi au sujet, à l'auteur qui se place dans cette entre les deux, c'est-à-dire il est conquis, au moins pendant un temps, par ce monde poétique qu'il y fait face, mais il est aussi capable de nous proposer un récit un peu sec, un peu objectif de ce monde. Donc il est dans cette double position.
je vous invite de lire les citations parce qu'il y a vraiment des éléments importants, mais je ne vais pas m'attarder sur tout, mais vraiment, par exemple, cette capacité de l'âme de Prishvin d'accueillir stichia. Être. Non. Intraduisible, oui, pardon. Force élémentaire, les éléments. Ouais. Donc c'est le monde, c'est l'autre du monde social en fait. Stichia, c'est le monde naturel, encore incompris ou pas du tout compréhensible, etc. Donc tout ce qui vient des éléments effectivement. Donc il y a Koltanovska, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre son portrait avec Katyek, ça c'est quand même, c'est rare qu'on puisse le faire, de mettre le chat légitimement dans une diaporama présentation. Elle est moins conquise, moins convaincue par la posture du sujet. Donc je le cite pour que vous n'ayez pas l'impression que tout le monde dit oui, magnifique, c'est inédit, très réussi, et voilà enfin l'auteur singulier qui travaille dans ce domaine. Donc il dit qu'il y a quelque chose d'artificiel, qu'il y a une posture, witcherness, que justement c'est pas le sens de mesure ou de vérité est parfois trahi, et que finalement il méprise l'homme éduqué, kulturny человек, c'est encore intraduisible, au profit de des âmes stichines, encore une fois, donc des âmes proches de la nature, des éléments, etc. Et puis, elle accuse les modernistes de cette tendance. Voilà, ça, ce sont les modernistes qui font ça. Mais cette coexistence de deux postures d'auteurs, donc européen raffiné et l'homme, la nature, est aussi soulignée ici. Elle parle de l'alternance cette fois-ci. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas une coexistence harmonieuse, mais une alternance. Et donc, pour terminer avec ce survol des thèmes critiques, des motifs de réception de ce premier livre, encore une fois, Ivan Frazoni, qui était aussi proche de Prishvin, donc il y a un lien biographique, donc c'est un peu le milieu des scythes. Il insiste sur, encore une fois, donc c'est comme les autres, sur sa capacité d'observer, d'accueillir dans son âme les impressions et les sensations de l'environnement dans lequel il est, et ensuite de les transmettre. Donc pour lui, c'est vraiment un médiateur, un intermédiaire sans pareil, et il idéologise ou insiste sur la nécessité de cette relation ethnographique, sur le partage des croyances par Prishvin avec ses informateurs et informatrices, parce que, dit-il, ce qui est important, ou la vérité, est encore à un autre niveau, à une couche encore qui est plus profonde, et c'est par le fait d'accéder à la fiction folklorique que Prishvin nous offre un accès à cette, ou en tout cas anticipation de cette vérité encore plus profonde. Donc, ici, pour insister sur ce qui va m'emporter, c'est pas tant le statut du texte, ethnographie ou texte littéraire, œuvre artistique,
mais l'importance de la position de l'auteur, du sujet, pour les qualités de ce texte. À chaque fois qu'on constate quelque chose, on met le doigt sur telle ou telle qualité de texte, on dit, mais en fait, c'est lié à la posture de l'écrivain, de l'auteur. C'est parce que il sait ressentir ça, il sait observer, est-ce qu'il sait transmettre, etc. Tout à fait central dans ce texte. Et l'intuition que c'est plutôt un bon choix pour un début littéraire que de se mettre au centre d'un tel texte. Et donc je vous signale, si vous êtes intéressé, un travail pionnier de Ray Parrott qui parle qui étudie la réponse critique aux erreurs de Prichet, mais plutôt à partir de 1917, encore une fois, donc pas pendant cette période. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Donc je vous ai passablement intrigué. Celles et ceux qui ont vu l'objet ont pu peut-être voir ce qui se passe dans le texte. En fait, le livre n'étonne pas tellement par ses thèmes. Je crois que quelqu'un qui a travaillé sur la littérature russe avec aussi cet intérêt ethnographique, Melnikov Pichiovsky, ou d'autres de la deuxième moitié du XIXe siècle, au début du XXe siècle, ne seront pas étonnés de voir cette nécessité de s'évader, de quitter la ville. Là, Prishvin constate un peu la crise de modernité urbaine et dit qu'il faut aller se ressourcer ailleurs. Il donne un exemple que j'aime beaucoup d'Arbeitkolonien à Berlin, donc des petits jardins dans la ville. Qui connaît Berlin sait bien que ça s'appelle toujours des colonies, donc où il y a de toutes petites dachas, généralement autour du ring de S-Bahn circulaire, mais aussi ailleurs. Il dit que en fait on sait la population notamment d'un pays industrialisé qui était l'Allemagne à l'époque, a trop vite franchi ce passage de la production agriculturelle vers l'industrialisation, donc les usines, etc. Donc ils ont besoin d'avoir un petit espace où on peut faire pousser les pommes de terre et puis de faire des fêtes autour de ce cycle agriculturel. C'est évidemment la nature, quoi que ça veuille dire en l'occurrence qui l'intrigue, donc quelque chose qui est sticky, pas ordonné organisé autrement que la ville. C'est assez intéressant que c'est l'histoire pour lui qui fait l'apparition dès que la ville disparaît. Il dit qu'on n'a pas le temps, les Saint-Pétersbourgeois n'ont pas le temps de faire attention aux sites, aux lieux de mémoire, etc. Et dès qu'on quitte Saint-Pétersbourg, tout le monde commence à parler de Pierre Ier, que c'est l'arbre qu'il aimait bien monter pour observer quelque chose, que c'est un chemin qu'il a ordonné de construire, etc. Il y a des pierres énormes, etc. Toutes sortes de mémoires locales qui s'inscrit ou qui inscrit le territoire dans le passé impérial. Travail et commerce, c'est tout à fait présent. Donc, vous voyez, c'est pas une écriture ethnographique complètement détachée des réalités du monde social. Ça l'intéresse, au contraire, comment ça s'appelle, combien ça coûte, quel est le système de relations économiques. Bien sûr, les pratiques et les croyances religieuses, donc monastère, qu'il n'aime pas beaucoup, parce qu'il est assez solidaire de Rosen, de sa critique des monastères, prêtres orthodoxes, vieux croyants, évidemment, et puis d'autres sectes, et surtout la religion populaire hybride, qu'on connaît très bien grâce aux travaux de nos aïeuls islamisants, et puis finalement les récits folkloriques qu'il intègre dans le texte également, c'est-à-dire la publication séparée
de quelques contes n'enlève pas ou ne l'empêche pas de citer quand même quelques textes poétiques dans le corps de ce récit. Et il y a bien sûr les photos. Et ça, c'est quelque chose qui distingue ce livre, même parmi les éditions de Devrient, donc éditeur de Saint-Pétersbourg d'origine suisse, qui produisait ce genre d'objets assez précieux, des livres assez chers parce qu'illustrés, bien fait, c'est un bel objet. Mais c'est un auteur qui est en même temps photographe. Et c'est une relation que Catherine Reich étudie avec le cas de Péché, mais d'autres auteurs photographes comme André et d'autres. Si on voulait étudier ce texte, vraiment l'envisager de manière un peu plus internaliste, c'est assez intéressant de voir quels sont les liens qui se créent entre les récits photographiques et les récits textuels. Donc maintenant, je considère qu'on voit à peu près de quoi il s'agit. Donc je ne vais peut-être pas m'arrêter sur ce que j'avais déjà dit, il y a juste des citations. Mais je voudrais juste peut-être citer, en passant à ma deuxième partie, donc qui porte, je pense que j'ai déjà un peu mélangé la première, c'est pas très rigoureux méthodologiquement, on m'excuserait, mais je parlais jusqu'ici de comment sa posture est présentée de l'extérieur, comment on l'a décrit, alors que maintenant je veux peut-être dire quelques mots sur comment lui-même il désigne sa présence dans le monde qu'il est en train de découvrir et auquel on découvre avec lui. Ici, je vais citer la traduction paragraphe par paragraphe avec quelques commentaires. Donc, c'est un chapitre qui s'appelle La pleureuse, troisième ou quatrième dans le livre. Et c'est comme ça, c'est le début de ce chapitre. La vie des autochtones ne laissera pas de surprendre celui qui n'a jamais fréquenté les coins inexplorés de notre Nord. À l'écart de toute culture, et qui connaît son pays, à l'écart de toute culture, pardon, et qui connaît son pays seulement d'après la région des terres noires, tchonasiennes par exemple. Il sera surpris par ces îlots intacts où l'âme populaire a été épargnée par la corruption de l'esclavage. Donc là, on est dans l'exotisation premier degré. Il n'y a rien de original ou complexe ou hybride. C'est le premier paragraphe. Pourquoi épargné par la corruption de l'esclavage? Il n'y avait pas de serf. Il n'y avait pas de serf en or. Voilà, il n'y avait pas de servage, disons-le pour tout le monde, il n'y avait pas de servage dans ces régions parce qu'il n'est pas tout simplement, il n'est pas très fertile, donc il n'y a pas de grand intérêt d'explorer, de l'exploiter. Et donc, cet aspect-là stimulait énormément l'imaginaire de l'intelligentsia des capitales, donc il fallait y aller pour voir comment le peuple russe est authentiquement, parce que l'esclavage est évidemment une entorse terrible à l'âme. Je suis assez d'accord avec cette vision. La deuxième partie. Donc ensuite, au début, ça y est, on croit l'avoir enfin trouvé, ce pays des oiseaux sans peur. Si inhabituels sont cette simplicité, cette droiture, cette douceur et cette provenance empreinte de gentillesse et de spontanéité. L'âme qui, dans la réalité, rencontre un rêve oublié, est détruite depuis longtemps parce que l'illusoire trouve le repos. Donc on est dans le prolongement de cette exotisation, donc on est content d'y être, donc ça répond à notre ce qu'on imaginait, la représentation théorique,
correspond à la réalité. Il y a juste un petit indice, Snatchal. Donc c'est au début qui gâche un peu l'impression. C'est bon, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, une sorte de rupture logique. Heureux ce voyageur qui glisse à la surface des choses et qui, sans se poser de questions, emporte avec lui de si mirifiques et heureuses dispositions. Pour ma part, j'ai choisi le parti difficile d'étudier en profondeur un petit coin typique du pays. Sur place, point n'est besoin de s'attarder. On peut aller toujours plus loin. On ne manquera pas alors d'obtenir un joyeux tableau haut en couleur. Alors, ici, ceux qui essaient de me suivre sur le français et le texte russe peuvent se poser quelques questions. Je suis au regret de vous dire que la traduction n'est pas tout à fait à l'auteur de la complexité stylistique et autres de l'original, mais la tâche était quand même assez lourde. Donc ici, donc c'est une sorte de commentaire à part. Donc il dit oui, il parle de la population et puis il parle de sa méthode. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, en fait, on commence à deviner que on ne peut croire à ce qui a été exposé dans ces deux premiers paragraphes que si on se déplace, on survole le territoire, on laisse dans la relation superficielle, alors que lui, il se propose d'aller en profondeur. Et qu'est-ce qu'il découvre? Est-ce qu'il est malheureux parce que c'est хорошо быть путешественником, donc heureux ce voyageur qui glisse à la surface? Est-ce que c'est moins bien? Et bien effectivement, en s'attardant sur place, on subit un effet d'accoutumance. On s'enfonce de plus en plus dans les replis des situations particulières, mesquines et hybrides. Là, la traduction, le choix de traductrice hybride, d'accord. On n'a pas le temps de crier gare que l'illusion a disparu, que le pays des oiseaux sans peur a disparu. Les gens mènent la même vie qu'ailleurs. Donc, tout le mirage exotique tombe dès qu'on commence à s'y intéresser. Ça, on pourrait dire, voilà, c'est l'image plutôt ethnographique. Alors, pourquoi on le considère quand même... Pourquoi c'est une ethnographie poétique quand même? Eh bien, c'est dans cette complicité ethnographique que réside cette répoétisation de la région. Parce que Prešvin il entre en relation avec les gens sur place et il prête une attention tout à fait particulière à leurs récits, à leurs histoires, ce qu'ils racontent. Donc pour lui, c'est là où réside la beauté des choses. Mais ensuite, il montre assez systématiquement que ces récits folkloriques, cette beauté folklorique est inséparable de leur quotidien parce que à travers les pratiques pas nécessairement quotidiennes mais récurrentes, rituelles, on se trouve dans une sorte de mélange des relations économiques, des embrouilles, donc de ce qu'il appelle живут себе люди как люди, et puis des récits qui accompagnent cette existence et les pratiques qui accompagnent cette existence. Il faudrait que je me rende compte qu'en fait c'était déjà assez longtemps, donc je vais essayer d'être un peu plus bref dans la dernière partie, qui donc porte sur la postérité. Donc dans les réactions critiques aux publications ici du premier voyage de Prešvin, on observe une sorte de souplesse que cette œuvre offre. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières de se prononcer sur la qualité et sur la portée de ce récit. Une grande souplesse aussi qui est signalée juste par les lieux de publication de ces recensions, par les auteurs et les autrices. Donc c'est à la fois les ethnographes qui lisent le livre, les critiques littéraires, les publicistes. Il y aura aussi des intellectuels locaux
qui vont écrire dans Памятная книжка Лаецкой губернии, donc voilà, on a publié quelque chose sur notre région, c'est bien, et on aurait pu peut-être faire autrement, etc. Donc il y a une sorte de, c'est multi-facette, ce livre. Ensuite, les choses vont changer légèrement. Dans un écrit publié en 1938 dans le magazine Детская литература, donc littérature d'enfants, Пришвин invite à considérer toute sa création, творчество, comme un seul et même livre, одну единственную книгу. Et en effet, on constate une tendance très prononcée chez Prishvin d'écrire certaines œuvres pendant très longtemps. C'est typiquement le cas de son roman autobiographique La chaîne de Cacher les mortels, Cacher Wetzel, qu'il commence en 1923 et il finit pas jusqu'à sa mort. Au vu des perturbations sociopolitiques, il n'est pas étonnant que ce livre unique, qui occupe l'écrivain tout au long de sa vie, est une notion autant inclusive, donc il parle de tout ce que j'ai écrit, qu'exclusive. Il implique la cohérence de l'œuvre et la transparence de parcours, c'est ce la continuité, c'est ça ce que je fais depuis toute ma vie d'écrivain, mais elle résulte des oublis et des omissions, elle en résulte des oublis et des omissions très nombreux dans le cas de Prishvin, qui, pour donner juste un exemple, collaborait très activement dans la presse socialiste révolutionnaire et serbe à la fin des années 10 et au début des années 1920. Et vraiment dans la socialiste révolutionnaire de droite, comme on disait, l'aile de droite, qui étaient les adversaires des bolcheviks. De ce point de vue-là, son roman autobiographique, dont la première version paraît en 1927, donc il publie quand même les versions, marque le tournant dans sa position qui s'opère concrètement sur les pages de la revue Krasnaya Noth, dirigée par Voronsky. Donc c'est au début des années 20 que Prishvin commence à aller dans le sens du régime qui s'établit. De même, l'écrivain revisite certains de ses œuvres. Donc il y a à la fois réécriture et recadrage, on pourrait dire. Le cas de Pays des oiseaux sans peur montre à quel point l'histoire du texte s'approche de l'histoire officielle investie par les autorités politiques. Donc il y a vraiment presque une fusion dans ce cas-là. Donc en 1931, vous connaissez très bien, j'imagine, le projet du canal de la mer Blanche, qui est vraiment une réalisation emblématique de la période stalinienne, à la fois par sa dimension, par le nombre par la main d'œuvre qui a été mobilisée, le goulag, par les pertes qu'il représentait et par l'inutilité, l'impossibilité d'exploiter cette réalisation qui a suivi. En 1934, Prishvin publie un petit livre qui porte le même titre que celui de 1907, La ligne hypogynoptique, mais qui est considérablement revu. Le volume se compose de deux parties. La première partie regroupe les photographies que l'écrivain a prises lors de sa visite du site de construction, ou des sites de la construction du canal de mer Blanche, qui s'accompagne d'un recherche, d'un essai nouvellement rédigé qui s'appelle Père et Fils. C'est l'idée, c'est donc qui, avec la référence à Turgenev, très explicite, problématise le rapport entre hier et aujourd'hui. La deuxième partie est le texte de Pays des oiseaux sans peur, mais ce qui est intéressant, c'est que les photographies, qui étaient vraiment un signe de la présence moderne, technique, dans le texte de 1917, sont publiées ici sous forme de gravure.
Donc il y a une sorte d'écart, d'espacement chronologique qui s'opère à travers le médium visuel. Donc cet épisode est analysé dans le livre donc, de Catherine Rachel, Photographic Literacy, Cameras in the Hand of Russian Authors. Et elle analyse l'œuvre photographique de Prešvin comme un outil singulier. Il l'appelle to bridge pre-revolutionary and revolutionary realities, donc de les relier, de faire le lien entre l'époque d'avant et l'époque contemporaine. Et en effet, c'est quelque chose que Prešvin se met à faire de manière de plus en plus active. Dans les années 20, il est né en 1873. J'essaie de m'empêcher de dire 70, je sais que... Mais non, ça me fait plaisir. Voilà. C'est exotique, c'est comme pour la ligne. Voilà. Donc, il a quand même un âge déjà respectable, mais il y a un moment où il se fait diadoshka. Donc, il prend l'habit de grand-père qui parle aux enfants, qui peut témoigner de l'époque d'avant, etc. Et c'est pas du tout anodin, parce que dans son journal intime de la période, donc début des années 30, il se plaint de son exclusion des cercles officiels, par exemple des sociétés ethnographiques soviétiques, au Общество, ou encore de la brigade des écrivains envoyés au canal de la mer Blanche en 1933. Ça, c'est aussi une histoire extrêmement connue. Donc, il y avait Shklovsky, Gorky, plein de personnalités littéraires qui ensuite ont contribué à ce volume, plusieurs éditions en fait, plusieurs éditions diverses. Cette crise n'était pas la première dans la vie de l'auteur, car son œuvre a fait l'objet des critiques de la part de l'Association russe des écrivains prolétariens en début des années 1830. Prešvin a répondu, entre autres choses, par une lettre ouverte où il se propose de s'attacher à la production de la littérature d'enfance et de jeunesse exclusivement. Donc il bascule dans ce genre, alors qu'avant il était assez polymorphe, multitâche, et il cultivait l'hybridité, justement. Comment donc ensuite il y a tout un récit de cette transformation sur laquelle on insiste. Et ce que je ne vais pas faire, je ne vais pas m'étaler là-dessus, donc parce que c'est un peu technique à mon sens, mais je vais quand même décrire ma démarche. Donc ce que j'ai fait avec Prešvin, donc je mets de côté son journal ou les attaques critiques, donc tout ce qui est les discours qui circulent autour, et j'envisage l'histoire des éditions de ses œuvres et de la place de son premier livre au sein de ces éditions. Ce qu'on observe, c'est que cette place change constamment, mais si c'est le premier œuvre, on pourrait dire voilà, c'est le début littéraire, ça devrait ouvrir n'importe quel volume. Mais la place change constamment. Donc en 1927-1930, il a pu publier une collection. Il était assez ami avec Gorky, ce qui était quand même très utile à l'époque. Et là, il commence avec ce fameux roman autobiographique que j'avais évoqué déjà. Ensuite, il y a une préface de Maxime Gorky. Ensuite, il y a un article introductif de Zamochkin, où il dit que avant de devenir Bérindé, donc c'est le surnom de Prešvin, du grand-père qui raconte des contes, et il a traversé un chemin extrêmement complexe, perdu dans les relations socio-économiques de son époque, etc. Donc il y a tout un passage un peu euphémistique qui dit qu'il n'était pas avec nous dès le début. C'était assez compliqué, mais après des efforts et des recherches
qui est amené avec insistance, il a trouvé sa place dans le monde et il a pu trouver, identifier l'axe de la vie. Donc c'est aussi assez politique pour cette prose bureaucratique. Ensuite, il y a un texte encore autobiographique qui s'appelle La Haute aux Chasse, donc la chasse au bonheur, qui illustre un peu ce passage, et seulement après, toujours dans son premier volume, il y a Au pays des oiseaux de Saint-Claude. Donc si vous voulez, il y a la multiplication des cadres qui nous explique comment il faut, à quelle sauce il faut manger ce texte bizarre qu'on va rencontrer. Et ensuite, ça je n'ai pas eu l'occasion d'étudier encore, mais il y a aussi, ça je l'ai vu avec quelques occurrences, il y a des changements textuels en texte. Il y a quelque chose que Prishvin enlève à son texte de 1917. Je n'ai pas vu de rajout, mais il enlève des parties. Moscou, une autre édition d'œuvre, 1935-1939, 4 volumes. Donc là, ça commence avec le volume qui s'intitule Ciel, donc il s'agit de ses voyages. Mais je n'ai pas encore vu cette édition. Je vais à Moscou dans un mois, donc c'est là où j'espère la retrouver. Je ne l'ai pas trouvée en Europe, on va dire. J'ai regardé un peu à Berlin, ici, en Suisse, etc. Donc c'est une édition plutôt rare. Mais ensuite, donc la logique va se poursuivre, et c'est une édition post-mortem, posthume, mais qui a été préparée pour Prishvin. Donc on est plus ou moins certain qu'il participe à la chose, mais il n'est pas tout seul à le faire. Et ici, on a un article introductif de Konstantin Poustovski qui est un peu son héritier. Donc c'est aussi un auteur qui travaille sur les écrits sur la nature, éco-prose. Et ici, pareil, donc il y a d'abord le roman autobiographique, sa dernière version, avant la mort, qui nous offre un cadre de lecture de ce qui va suivre dans ces volumes. Et ensuite, dans le deuxième volume, il y a les voyages, donc les travelogues, et là on trouve Afraïni Pugnactix. Et donc seulement dans l'édition, la dernière édition des œuvres, pas complète, mais encore plus grande, des années 1980, il y a l'ordre chronologique, donc on commence vraiment avec les Pays des oiseaux sans peur, qui ne respecte pas complètement quand même les éditions originales, puisqu'il n'y a pas de photographie, etc. Donc je vais terminer sur deux considérations. D'abord sur le principe de montage qui est très important pour l'histoire culturelle de la Russie soviétique, donc post-révolutionnaire, pour l'histoire culturelle, parce que ce n'est pas uniquement le terme propre au cinéma, vous le savez peut-être. Donc il y a une sorte, ça devient une métaphore très importante de toute démarche créatrice, mais envisagée du point de vue un peu matérialiste. Donc on n'est plus dans la démarche démiurgique, romantique, mais on est en train de monter le matériau. Donc on travaille avec quelque chose palpable, réel, matériel. Et Prishvin, dans ces années 30, face aux pressions différentes, mais aussi aux travaux différents, parce qu'il commence quand même à publier comme photographe, il participe au périodique, de temps en temps, il y a quand même quelques volumes des œuvres et qui ont publié, ce qui est aussi pas rien, les années de publication 1935-1939, même si il n'y a pas de médaille ou de reconnaissance plus grande que ça, c'est déjà extrêmement significatif. Ça montre la légitimité ou la reconnaissance soviétique de l'auteur pendant la période des purges.
Donc Prishvin dit qu'il y a des gens qui n'ont pas une vie, mais il y a un montage à la place. Mais il y a une conscience à l'intérieur. Et donc c'est la vie qui est en train de monter, et les gens qui investissent beaucoup à cette opération. Et pour devenir moderne, il faut accéder le fait. Fact, c'est aussi un autre mot-clé de l'esthétique des années 20, mais aussi encore présent ici. Et que plus on est sophistiqué, plus c'est difficile d'accéder au fait, et que donc il essaie de comprendre comment le faire plus précisément. Donc il y a une réflexion sur l'artifice, donc le montage, le travail créatrice qui passe par ce biais, et une sorte de besoin, de nécessité existentielle d'arriver à quelque chose qu'on pourrait qualifié d'authentique, du vrai, mais ce qu'il appelle ici le fact, et c'est pas anodin, donc je vais retenir ce terme. Prishvin constate que c'est pas par la Lebenskunst, par la transformation de sa vie, qui peut avoir des formes très intéressantes, comme donc, l'exemple de Tolstoï le montre, qu'on peut accéder à ce fait. Donc il est un peu désarmé par le fait qu'il faut faire quelque chose pour accéder à son vrai jeu, et que plus on le fait, plus c'est difficile, plus il y a de sophistication et d'artifice investi dans la démarche, moins on y parvient. C'est un peu un paradoxe, donc, qui pour moi est important. Je ne vais pas l'éclairer, l'interpréter tout de suite, on va peut-être y réfléchir ensemble, mais qui montre la haute conscience de l'aspect monté, recomposé de la construction biographique qu'elle appelle la vie, en l'occurrence. Et je crois que c'est exactement ça qu'on observe à travers un exemple concret des éditions, de l'histoire des éditions de Prishvin. Il y a des citations du journal qui montrent qu'il est vraiment investi avec sa pensée de la construction de ces éditions. Mais je crois, et ça c'est une intuition plutôt qu'une hypothèse, qu'on ne peut pas limiter cette démarche à deux choses. Tout d'abord, on ne peut pas la limiter à la notion de stratégie, qui est très importante dans les études du point de vue de l'histoire culturelle et sociale du monde littéraire. Donc on parle souvent des stratégies de tel ou tel écrivain pour produire une image. C'est un peu aussi ce que les formalistes ont étudié, la position littéraire, le positionnement littéraire, la réputation qu'on peut modeler, remodeler à son gré. Je pense que, et c'est pour ça que j'ai retenu l'histoire des éditions, parce que c'est un domaine de collaboration par excellence. On sait pertinemment que ce n'était pas Prishvin qui, avec sa presse typographique dans son garage, à côté de son Moskvitch Test, imprimé ses œuvres. Donc il y avait des réseaux, des échanges, des mises en commun de ce projet, et donc qui pose une certaine limite à cette idée que l'écrivain organise sa biographie en toute indépendance. Mais il reste quand même l'acteur, agent dans ce processus, et ceci, je crois, est déjà apparent dès le début de sa carrière littéraire. Parce que ces modifications, ce montage, arrive bien avant la Révolution, bien avant la critique du rap et des purges staliniennes. C'est quelque chose que Prishvin a pris l'habitude de faire dans un contexte qui lui était propre, et je vais en parler si vous voulez, si ça vous intéresse tout à l'heure, c'est-à-dire de la culture moderniste saint-pétersbourgeoise du début du XXe siècle. Donc, pour rendre ça encore plus explicite,
je prends l'exemple de l'auteur ici, de l'écrivain, comme une possibilité d'assujettissement. Comment devenir un sujet dans le monde social à travers une pratique qu'on peut investir. Et pas juste dire, bon, c'est les autres qui sont décidés. Quand on agit dans ce monde. Être auteur, c'est un geste à la fois assez classique, connu, et assez fort, en tout cas encore au début du XXe siècle, pour devenir un sujet, parvenir à ce assujettissement, même si on s'éloigne des faits, comme le dit Prishvili. Et je crois qu'il serait intéressant de sortir du paradigme d'assujettissement propre uniquement à l'époque stalinienne. C'est quelque chose qui a été investi beaucoup par la recherche actuellement, donc on parle beaucoup du sujet soviétique, du sujet des années 30, avec les exemples d'Alexandre Afinagenov ou d'Eichenbaum dans les travaux de Yevgeny Dodes, il y a plein d'exemples des tensions qui se créent autour du sujet intellectuel, écrivain, pendant cette époque-là. Donc ce que je propose, je pense que l'exemple de Prishvili rendre possible cette opération, c'est d'élargir le cadre, et donc d'introduire ce qu'il y avait avant la Révolution, avant les années 30, et d'explorer ça comme une sorte de continuité qui n'enlève rien à l'exceptionnalité du régime totalitaire. C'est pas la proposition relativiste que j'avance ici, mais qui tout simplement historicise les outils qui étaient à disposition des écrivains à cette époque-ci. Donc voilà, c'est la dernière intuition, mais ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien qu'on soumette à un débat. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Alexei pour cet exposé très intéressant, très riche et sur un matériau très riche que personnellement je ne connaissais évidemment pas du tout. J'ai quelques petites questions que je vous poserai après, une ou deux petites choses que je n'ai peut-être pas très bien comprises. Mais comme on n'a pas énormément de temps, je pense qu'il serait peut-être plus judicieux que je cède la parole à des gens susceptibles de poser des questions plus avisées, peut-être mieux renseignées sur l'époque dont il a été question, même si, comme tu le montres bien, ça ouvre des perspectives d'ordre mythologique et théorique qui peuvent être appliquées à d'autres exemples. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou chers collègues, chers étudiants? Des questions? Oui, Laure, j'ai une question qui est en train d'émerger de ma conscience, donc c'est pas encore très clair, mais en gros, vous avez opposé, c'est très intéressant, ethnographie et écriture poétique justement sur le plan de l'écriture. Et là, il est en train de chercher l'âme de l'homme à travers un matériau culturel complètement différent de celui des capitales. Mais d'un autre côté, ce Grand Nord, enfin ce Nord russe, c'est une des composantes, ça devient une des composantes de la culture moderniste. L'exemple peut-être le plus éclatant sera très peu après la parution de Craiului Pugăvăttiț, le Sacre du Printemps, qui construit une culture semi-mythique, semi-ethnographique du Grand Nord russe, pré-chrétien, avec ses sacrifices humains, etc. Donc, dans quelle mesure cet intérêt est-il proprement ethnographique, puisque ce sont les Albacha, ethnographes, qui lui conseillent, et dans quelle mesure ce Grand Nord est-il déjà du côté du modernisme? Parce qu'on pourrait citer l'exemple de Kandinsky aussi, qui est changé de profession, qui part, je ne sais plus exactement où, mais enfin c'est aussi le nord russe,
en tant que juriste, statisticien, etc., qui est absolument ébloui par alors, la culture visuelle locale des couleurs et qui devient peintre. Donc, voilà, rapport éventuel avec le modernisme. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une région déjà bien investie, et pas uniquement par les modernistes. Il y a parce que ça va être trop marxiste de dire que l'exploitation économique de la région coïncidait un peu avec sa mise en valeur artistique. Mais ça se passe progressivement à partir du début du 19e siècle déjà, et vers la deuxième moitié, donc dans les années 1880 notamment, il y a l'expédition du grand-duc Alexandre, je crois, qui n'était pas très connu par ailleurs, mais qui avait dans son équipe Skubiszewski, Stanisław Skubiszewski, donc un poète bureaucrate assez connu, qui a publié un récit de ce voyage, beaucoup moins poétique cette fois-ci, parce qu'il vraiment il explique ce qui s'est passé, comment ils étaient accueillis, quelles sont les pratiques économiques, etc. Donc il y a quelques paysages de temps en temps. Donc il y a même une période de l'intérêt pré-moderniste dans le sens, enfin, quoique Skubiszewski c'est un peu liminaire, mais qui voilà, s'y intéresse, l'État s'y intéresse, et l'expédition ethnographique n'y est pas pour rien non plus. C'est la Société géographique impériale qui envoie les gens explorer la région. Et il y a ça coïncide, ça va ensemble avec l'intérêt pour la Scandinavie. Donc les éditions de Gamsun, par exemple, sont sans nombre au début du XXe siècle. Donc il y a effectivement, on investit le nord européen, donc frontalier, des efforts à la fois exploratrices et créatrices. Et Plichvin a fait quelque chose qui finalement l'arrange, parce qu'il est un peu, il en a marre. J'ai vraiment l'impression qu'il est un peu déprimé, comme dit l'un des préfaciers. Après la révolution échouée de 1905, il y a eu une période de réaction. Donc Plichvin n'était pas content, il ne savait pas quoi faire, et un peu anecdotiquement, il est parti là-bas, mais il avait à la fois des ambitions. Donc d'écrivain, il voulait vraiment devenir un écrivain et essayait de publier pendant tous les années 1900. Il a envoyé ses œuvres, n'oubliez pas, il a publié un récit en 1906, donc avant son départ. Donc il était un peu, voilà, c'est exactement ça ce qu'il voulait faire. Et puis il avait des acquis intéressants, puisque c'était un chasseur, donc il était dans son élément, et puis c'était un photographe, donc il a fait vraiment le feu de tout bois qui était à sa disposition. Et puis, soudain, ça marchait. Ensuite, elle est partie explorer le Grad Kitjež. Donc, c'était le livre de 1909. Et cette fois-ci, Meleškovský et Giepels l'ont accueilli aux bras ouverts en disant « Oui, mais enfin, voilà. » Donc, il a fait le lien un peu. Il est devenu un peu l'intermédiaire entre les sectes, mais très urbanisé. Donc les vierges des flagellants de Hrusti, basés à Saint-Pétersbourg. Donc il fallait aller voir Plichvin pour aller parler avec ces gens-ci, etc. Donc il y a effectivement une sorte d'accumulation d'aspects signifiants et intéressants à cette époque, et qui n'était pas du tout, c'était pas révolutionnaire dans le sens il a découvert une région, ni du point de vue ethnographique, c'est ce que j'ai dit, on a plein de descriptions, c'est pas la région la moins connue, ni du point de vue artistique, parce qu'il y a déjà un précédent avec la littérature du Nord, Scandinavie, et on fait quelque chose un peu dans ce sens-là. Merci. Oui, question. Moi, j'en ai d'autres. Non, j'en
C'est pour rebondir sur ce que vient de dire l'autre Betkoy. En fait, je me suis posé la question, est-ce que tu as... En fait, parce que tu aurais pu présenter dès le début Prishvin comme étant un auteur, peut-être pas moderniste, mais en tout cas, effectivement, inséré dans le milieu du modernisme, au moins par la réception de ses premiers textes. Et tu as complètement laissé de côté toute l'explication, justement, contextuelle, disons, des premières réceptions, rien que de Ivana Frazum, d'une part, et de l'autre côté de Koltanovska, donc, qui accuse d'artifice et de construction, etc. Ce sont les deux opinions polaires qui s'affrontent à ce moment-là sur ce que c'est que la stihia, l'âme du peuple, tous ces concepts qui ont cours dans les discussions des milieux néopopulistes, on va dire de manière générale. Tu as laissé ça de côté de manière consciente pour présenter justement le personnage Prishvin, le personnage Prishvin construit par la critique. Mais si oui, à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas quand même rappeler que dans quel contexte toutes ces premières réceptions ont été forgées, dans la mesure où, comme tu l'as dit toi-même, Prishvin fait l'office d'un peu de caution ethnographique pour une partie des modernistes qui y voient justement le scientifique, entre guillemets, qui va aller vérifier sur place que dans le Grand Nord, il y a bien des sectes, il y a bien des Kaldoumi, il y a bien cette spiritualité populaire, il y a bien tout ça qu'on cherche, et il y a aussi cette poésie de la nature que Ivan Afrazoun adore trouver, je ne sais plus, chez tout ce petit monde-là, dans les mêmes années. Voilà. Et la question c'est pourquoi avoir du coup oblitéré la partie contexte de la critique moderniste en fait de l'époque, parce que comment comprendre le personnage sans doute aussi conscient de l'effet qu'il allait produire et du succès de son ouvrage en 1907, n'est-ce pas, puisque comme tu l'as rappelé à la fin également, Prishvin est un moderniste aussi, et lorsqu'il construit sa biographie littéraire avant la Révolution et continue de le faire après la Révolution, on peut aussi y voir cette continuité dans tout simplement parce que voilà, la personne, enfin l'écrivain, disons, l'artiste, commence à construire sa biographie littéraire dès les années 1910, au début des années 1900, et il continue de le faire avec la conscience que les choses changent autour de lui, et en adaptant ses stratégies précisément, et en utilisant des moyens comme l'édition, mais il n'est pas du tout le seul à faire ça, et de voir alors, cette subjectivité dont tu as parlé. J'aime beaucoup l'idée de l'avoir dans la continuité, mais est-ce que cette continuité ne s'explique pas tout simplement parce que dans le cas présent, c'est Prishvin qui fait le lien entre les époques. Merci beaucoup. Je crois. Enfin, en tout cas, j'ai compris l'interrogation. Donc je vais d'abord répondre à la question pourquoi ne pas présenter le contexte. Tout simplement parce que c'est une notion qui me pose problème. Parce qu'on a l'impression que, encore une fois, mais excuse-moi, j'essaie de peut-être refaire la bicyclette, mais quand j'essaie d'imaginer ce qu'on fait, quel genre d'opération intellectuelle on est en train de monter, je le fais souvent, je l'explique aux amis qui ne sont pas qui sont pas spécialistes. Et finalement, il y a parfois les outils ou les termes qui mobilisent un imaginaire très mécanique et qui ne rend pas justice à la complexité des processus qui nous intéressent. Notamment, c'est pour ça que j'ai dit que la stratégie, et pour ma problématique, la stratégie est vraiment liée nécessairement au contexte. C'est souvent les deux mots qui vont ensemble, c'est-à-dire il y a un sujet qui va le relier au monde social et comment. Donc il y aura un contexte, par exemple littéraire, du monde dans lequel il agit, où il essaie d'agir, et puis il y a une stratégie qu'il met en place pour parvenir dans tel ou tel dessin.
moi, je voulais un tout petit peu automatiser cette démarche. Donc je l'ai fait très simplement, j'ai juste omis les préliminaires qui diraient c'était un copain de Lems, c'était un copain de Leszkowski, de Guy Pius à telle époque, c'était un copain de Van Plazon à telle autre époque, etc. Aussi, et donc ça c'est un deuxième élément de réponse, pour rendre justice au discours que Prishvin se produit sur soi-même. Parce que, donc si au début des années 1800 et un peu même plus tard, il dit oui, c'est l'ethnographie que je fais, j'ai commencé par l'ethnographie, etc. Un peu plus tard, dans son journal intime, il dit mais pourquoi tout le monde m'appelle ethnographe? Je suis réaliste. Quel est leur problème? Donc on voit que ces termes sont encore une fois pas juste nos outils intellectuels, en tout cas qui sont très chargés pour les acteurs de ce monde littéraire et pas de ce monde littéraire. Et je me demande si c'est à moi de décider si sa démarche est moderniste ou pas, finalement. Globalement, j'ai présenté l'outil comme moderniste, donc de faire une biographie à travers le livre. Et une sorte d'équivalence entre comment je vais construire un imprimé, une œuvre imprimée et mon image. Mais est-ce que Prishvin était moderniste? Ça, je ne sais pas. Je pense que et puis même s'il l'était, qu'est-ce que ça va nous apporter lorsqu'on a essayé de travailler sur le niveau micro? Donc quand on essaie de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec telle publication ou énoncé. Par exemple, il y avait une citation que j'aime beaucoup de Guy Pius, qui encore une fois l'a salué avec Leszkowski, qui dit en dépit de la qualité artistique de ces descriptions, il est absent lui-même de ces descriptions, et ce qui rend ces essais complètement bizarres, étranges, fous, jusqu'à l'absence de pensée, ou bien tout simplement ethnographique. Donc pour elle, l'absence du sujet, c'est de l'ethnographie, alors que on est en train de voir que c'est peut-être le contraire pour les autres. Et puis il dit, ça c'est très intéressant, Oya et Shtota, de Guy Pius aussi, qui dit que il disparaît, c'est à chaque fois je n'arrive pas à le saisir. Donc parce qu'il y a plusieurs modernismes finalement, et pour Ivan Vrazumnik, il est tout à fait clair que Prishvin est central à tout ce qu'il fait, qu'il y parvient bien, qu'il est humain, qu'il est vrai, etc. Et Guy Pius commence à le soupçonner de ne pas être là complètement, d'être malin ou pas, elle n'explique pas. Donc c'est pour ça que je m'attachais plutôt aux effets, donc répercussions interprétatives, qu'aux stratégies et contextes. Je suis entièrement d'accord, mais c'est peut-être moi qui me suis mal exprimée. Parfaitement d'accord pour les effets et les stratégies, mais est-ce qu'on peut saisir toute la mesure des effets sans expliquer pourquoi, par exemple, Ivan Vrazumnik parle de l'artiste qui doit aller vers l'âme populaire, paraphrasant maintenant Ivanov, puisque c'est une paraphrase chez Vrazumnik de Ivanov, entre autres, on pourrait croire. Sans expliquer pourquoi, justement, du coup, Kautanovska, elle ne pense pas pareil, etc. La question des effets, c'est la question de la réception. Donc, est-ce qu'on peut comprendre la réception? Ce que je veux dire, c'est, moi, je trouve ça très intéressant, le projet, mais juste, je vois pas, je comprends pas parfaitement bien où placer les éco-critiques. Comment articuler les éco-critiques avec
la subjectivité de Prishvin, on va dire, ou la construction de la subjectivité ou du sujet chez Prishvin, si ces éco-critiques, eux, ne sont pas contextualisés dans les œuvres et la pensée des auteurs des éco-critiques, en fait. Vraiment un problème méthodologique. Oui, C'est juste une question que je me suis posé, effectivement. Donc je me disais à quel point il faudrait caractériser le positionnement de telle ou C'est telle tout, en critique. fait. Mais sinon, je suis d'accord sur... Mais alors c'est peut-être une faille disciplinaire, peut-être que comme j'ai investi un peu fraîchement à ce domaine, est-ce que ces marquages ont vraiment du sens? Ils avaient quand même du sens à mon avis, peut-être que je suis la seule à penser. C'est-à-dire, pour ceux qui l'écrivaient à l'époque. est-ce que tu pourrais soit donner un exemple, soit même si tu La citation d'Ivana Frazovnik, par exemple. Oui. Parce que lorsqu'il nomme son article, rien que le Veliki Pan, bon, pourquoi Pan, pourquoi toute cette idée-là? Перед нами не объективный этнограф, а чуткий, тонкий художник, l'idée du художник aussi, l'emploi du terme de художник, artiste, pas poète par exemple, pas écrivain, mais vraiment художник. La question de la subjectivité, ce que je veux dire, c'est toi-même qui dit il faut définir les termes. L'ethnographie par exemple, c'est pas du tout la même chose, peut-être pour celui qui écrit ça en 1911 et pour nous aujourd'hui. Mais comment définir ces termes? Justement sans s'adresser à Ivana Frazovnik, à son œuvre, et comprendre ce que ça veut dire, entre autres pour Ivana Frazovnik et pour ses lecteurs de l'époque. Parce que je pense qu'il y a un écart entre ce que Ivana Frazovnik pensait et comment on peut le reconstituer à travers son œuvre, justement. Là, c'est la démarche que je propose, c'est celle que je dis ne va pas pour Prishvin. Donc il faut aller... Mais je veux bien pour Prishvin. Et je vais terminer. Et deuxièmement, que les lecteurs de Ivana Frazovnik n'étaient pas, peut-être, mieux informés que nous maintenant en lisant en découvrant ce texte. Donc il y a un continuum entre ces deux positions, très informés, une sorte de je possède toutes les significations que le texte génère ici, je peux le interpréter avec une responsabilité intellectuelle ultime, et c'est l'approche que j'ai jamais entendue de Ivana Frazovnik. J'essaie de regarder ce que le texte moi-même me dit. Ma position, c'est que c'est ma tâche, donc c'est la question que je pose au texte, qui m'explique jusqu'où il faudrait aller dans l'analyse interprétative des échos de réception. Ici, pour moi, c'est vraiment les structures logiques plutôt qui comptent, c'est-à-dire quel genre d'opposition. Ethnographe художник. Dans l'autre, ethnographie poésie. Donc on peut affiner cette analyse, mais c'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Même si c'est bien, je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais dans la limite de temps disponible et de la tâche désignée, je me dis que je ne suis pas obligé d'aller regarder qu'est-ce que Latsky a produit, qu'est-ce qu'il pense, quelle est sa position critique, et quels est les écrits de Zélénine sur telle ou telle ethnographie, qui est son secrétaire, etc. Est-ce que c'est satisfaisant comme... compréhensible? Je reste convaincue que je ne suis pas entièrement d'accord avec Oui, mais tu comprends. Je comprends. Point to state. Mais je ne suis pas entièrement d'accord. Mais je t'entends bien, et c'est vraiment dans le cadre de cette enquête que je prends cette... Et si je comprends bien l'idée, j'arrête de parler peut-être. Il n'y a pas de main, il n'y a pas de forêt de main derrière. Si je comprends bien, l'idée c'est de définir ce que Prishvin lui-même avait... je vais essayer de formuler, mais ça va être maladroit. Ton idée, c'est de comprendre quel est le sujet auteur chez Prishvin. Défini par Prishvin lui-même.
comment Brishul se définit comme sujet-auteur. Pas tout à fait. J'essayais, mon idée c'était d'illustrer quelques prémices théoriques que j'ai introduites au début. Donc de prendre un exemple, de les exemplifier. Ensuite, on peut se dire c'est quand même pas suffisant, donc il faudrait élargir, il faut introduire d'autres auteurs, contraster, etc. Donc il faut faire quelque chose. On dit oui, si, enfin, on voit à partir de ce matériau, on a compris ce que tu voulais dire, ça tient la route. Donc le choix de Brishul et de ce livre, pour moi, est intéressant dans la mesure où le texte même, ses répercussions, disons, les petites vagues qui ont été créées par son apparition, et à l'intérieur de ce texte, la position du sujet ont été non pas créées de consensus, ont attiré l'attention, ont été problématisées, donc les aspects, les tensions que j'ai présentées, j'ai décrits. Et pour moi, là, il me semble, je commence à accéder à quelque chose qui est une question qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire d'être l'écrivain de nature writer. Qu'est-ce que ça veut dire être l'écrivain pour les enfants, c'est-à-dire comment les relier à la littérature normale, au monde littéraire et social, légitime, etc. Et donc là, je vois que la qualité de cette écriture est telle qu'en fait elle se prête bien aux réappropriations, que le lien entre ce que je décris et le sujet d'écriture est tel qu'il y a une souplesse singulière qui permet ensuite de continuer à intégrer ce texte dans toutes les éditions. Il ne le censure pas, il aurait pu désavouer le texte, comme il a fait avec plein de textes de la Révolution. Donc il le garde, il le réinvestit d'autres significations, etc. Et donc la question du point de vue de l'histoire littéraire, vraiment donc pas théorique propre aux humanités, mais de l'histoire littéraire, c'est vraiment comment travailler avec ce genre de texte. Je comprends bien. Merci. Merci. Moi j'ai une question. Peut-être tu pourrais, dans le temps qui nous reste, nous en dire un petit peu plus sur le rapport à la photographie. Ça m'a semblé tout à fait intéressant parce que ça s'articule, me semble-t-il, avec quand même deux problématiques que tu as évoquées. D'abord la dialectique objectivité-subjectivité, parce qu'il se construit en tant que sujet, mais il se construit en tant que regard. Et visiblement, à mesure que sa vie passe, à mesure que la situation politique change, donc il se reconstruit, d'où la difficulté aussi à finir cette autobiographie, ce roman autobiographique. Mais il y a quand même quelque chose qui reste, qui sont les photos qu'il a faites, qu'il a publiées dans ses premiers ouvrages. Et ça historicise et probablement ça politise son regard. Je l'articule avec ce que c'est Ivanov Razumny qui dit que c'est ethnographe, objectivement ethnographe, et dans la plus longue des citations, qui dit que c'est сотрудник известной либеральной газеты. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une opposition binaire qui se construit là. Soit t'es ethnographe et t'es objectif, donc t'es libéral, hein, et les conséquences sur la photo, prendre des photos de ces Boriaki là qui mettent des câbles, c'est quand même s'enfermer dans un rôle social qui est celui de l'ethnographe et qui s'est marqué une limite, hein, qui est celle évidemment des deux côtés de l'appareil, entre soi et le sujet photographié. Or cette limite, elle peut être perçue en termes d'étrangeté de classe ou quelque chose comme ça. Donc ça peut peut-être devenir un petit peu dangereux. Donc comment est-ce que sa pratique de la photo évolue? Est-ce qu'elle évolue? Est-ce qu'il en parle? Et quand il trouve un refuge, si tant est que
Isaiah Berlin ait raison dans la prose animalière? Est-ce qu'il continue à faire des photos? Est-ce qu'il fait des photos d'animaux? Est-ce que les photos d'animaux sont des photos moins dangereuses que des photos qui photographient des prolétaires auxquels on n'appartient pas parce qu'on est de l'autre côté de l'appareil? C'est ces questions. Comment est-ce que l'évolution de sa pratique photographique peut être mise en rapport avec l'évolution de sa position d'écrivain et de sa position politique et du discours qu'il a tenu sur lui? Et donc dans le cadre de ce questionnement sur l'objectivité et la subjectivité et la dimension politique du rapport entre l'objectivité et la subjectivité, ne part pas. J'ai terminé. Non, c'est tout simplement parce que c'est vraiment la question que tu poses est vraiment celle de Kate Reich. Je peux tout de même dire quelques mots. J'ai lu le chapitre. Elle arrive à des conclusions très similaires en termes de ce qu'elle appelle la canalisation. Non, c'est pas canalisation, si, channeling. Oui, des rapports entre le jeu d'écrivain, writer self, et la nature. Donc elle parle de et la photographe, donc c'est ça le paradoxe un peu, en dépit de sa nature clairement objective, métaphoriquement, techniquement, etc., n'empêche pas ce processus, mais au contraire rend possible parfois, et rend convaincant les transformations qu'il opère subtilement. Donc tout d'abord, moi j'ai été percuté par ça dans le texte, ici déjà, au moment de le lire avec les étudiants, il y a quelques temps. J'ai vu que, donc je me suis posé la question, mais pourquoi les photographies avec cette image concrètement? Parce que il dit, il le décrit dans le texte, cette image, et qui plus est, dans le texte, il dit, ça rappelle la peinture célèbre de Böcklin, l'île des morts. Donc on a la description textuelle avec une référence picturale dans cette description textuelle, donc une possibilité de renvoi à une image, et puis encore une image photographique. Comment est-ce que c'est trop? Pourquoi elle crée ce genre de réseau de signification? Est-ce qu'elle représente visuellement l'association visuelle que lui a ressentie en voyant ce paysage? Tu vois, ça me faisait penser à Sebald, par exemple, qui met des photos dans ses livres, et qui met pas tellement des photos dans ses livres pour illustrer objectivement ce qu'il décrit dans le texte, mais pour essayer de suggérer au lecteur donc le ressenti émotionnel à travers les associations visuelles que la découverte de tel ou tel lieu ou telle chose a chez lui. Oui, non, mais merci, tu m'aides en fait de venir à la réponse véritable. C'est que en ce moment-là, à peu près, d'après Kate, en fait c'est l'objectivité subjective et au contraire, parce que tout joue sur le point de vue, la perspective et d'autres paramètres du travail photographique qui fait qu'on peut, dans la critique, donc dans les années 30, où Prishvin est actif comme photographe, et par exemple on a pris ces photos sans les signer pour cette édition. Donc c'est grâce aux archives qu'on sait que ce sont des photos de Prishvin, mais il n'est pas présent textuellement. Et ensuite, elle a fait, ça c'est sa photo, enfin, elle a fait son propre livre avec ses photos et les gravures des photos précédentes. C'est-à-dire qu'il est dans le jeu ou dans la relation
très similaire à ce que j'ai essayé de présenter, où on est face à quelque chose d'assez convaincant, parce qu'il y a un référent réel. Et il y a des gens, dans son livre, dans son Oshakatsi Deity, il a rencontré un petit neveu de la personne à laquelle il a eu affaire en 1907. Donc il y a vraiment il y a vraiment un lien très concret générationnel des gens réels, mais ça lui permet, ça ne le limite pas, ça ne le contraint pas. Au contraire, ça lui permet d'habilement thématiser les choses qui l'intéressent en se plaçant en position qui lui paraît la plus appropriée, je crois, ou en tout cas qui n'est pas possible. Bon, là, je vais me mettre à parler de la stratégie, ce que je ne veux pas faire. Par exemple, dans un périodique qui s'appelle USSI in Construction, je crois. Donc tu connais ça? Il y avait une version française ouais, aussi, USSI en Construction. Donc auquel il contribuait. Il a écrit des textes aussi, on m'a invité en 1935, donc c'était un moment important. Là, on parlait des de l'exploitation des forêts. Et lui, il témoignait, comme un chasseur et connaisseur, des mauvaises pratiques d'avant la Révolution, dans son texte. Et ensuite, il faisait les photographes de comment faire maintenant. Donc finalement, ce lien qui est devenu important progressivement après 1929, on a déclaré la rupture, après l'évolution de la déclaration de la rupture totale. Ensuite, on a de plus en plus investi du point de vue des politiques culturelles. La continuité, on a remis à l'ordre du jour les classiques, etc. Donc il s'est annoncé comme quelqu'un qui sait faire, qui sait travailler ce lien. Et donc dans le domaine photographique, y compris, donc Rachel, qui est connaisseuse, évidemment, connaît 1000 fois plus que moi, elle montre que finalement cette objectivité n'était pas du tout gagnée d'avance. Il fallait suivre des codes, des scripts et des règles des pratiques photographiques qui changeaient en cours de route. Donc qui était aussi, ça me paraît, si on ne s'y intéresse pas spécialement, ça peut paraître peut-être étonnant, donc ça me paraît comme un médium assez stable, un peu. Non? Non, mais bien sûr, je suis absolument d'accord. C'est pour ça que le regard est daté, historicisé, ce qui peut être, puisque les normes ce qui peut être embêtant éventuellement d'un point de vue politique, et c'est moins facile de reprendre des images qu'on a faites qu'un texte sur lequel on revient constamment. C'est cela, mais donc il fait les deux en fait, il fait des travaux sur les, disons pas les projets, les gros projets, en fait il évite ça. Il fait, les forêts c'est pas vraiment là où l'industrie soviétique se déploie le plus, mais il va à l'Asie centrale ou dans d'autres endroits pour montrer comment les pratiques changent, et puis il fait les photos des animaux, énormément, notamment de son chien. Merci beaucoup.